Et donc on enchaîne avec le dernier joueur du jour et de la syllabe. Après c'est fini, on part en vacances. Ah non mince, la saison recommence. Aujourd'hui c'est LeBron James, 35 minutes par match pour LeBron James, notre cinquième et dernier joueur du jour, 71 matchs pour LeBron, 109 de true shooting plus, donc plus 9% d'efficacité relatif à la moyenne sur quasiment 30% d'usage. Allez, on est à 29 sur Basketball Référence. Bon, pour te lancer, mine de rien, on est à 48 ans, une saison qui est quand même meilleure que l'an passé. On est sur l'année de la rédemption, je dirais même. Parce que l'année dernière, c'était un peu inquiétant en termes de défense, même en termes d'attaque, en termes d'efficacité, en termes de mouvement. Tu commençais à dire, dis donc, on serait pas sur la fin. Serait-il mortel? Et bah finalement, cette année, tu te dis, non, il a vraiment été trempé dans la marmite quand il était bébé, quoi. Parce que du coup, on est vraiment sur un des joueurs les plus efficaces de NBA, avec les plus gros volumes, un niveau de passe qui est toujours aussi phénoménal, du coup une capacité de lecture qui est toujours aussi incroyable. Ok, défensivement, il est moins à 100% dans le truc, mais en réalité, il compense tellement par son intelligence de jeu que c'est pas, genre, il coûte pas trop de valeur, je pense, défensivement. Et en plus de ça, c'est devenu un mec qui rentre 47% de ses catch and shoot à 3 points. Donc là, vraiment, moi, c'est hier, du coup, je me suis refait un peu des actions et tout, et j'ai vu LeBron James pour faire un ghost screen, pour ensuite utiliser un flare screen et catch and shoot à 3 points. J'ai vu LeBron James faire la même action que Trey Murphy. Et pour un meilleur résultat, parce qu'en plus, du coup, c'est un plus petit volume, mais il a un meilleur pourcentage à 3 points que Trey Murphy sur ces trucs-là. Et t'es là, mais c'est ouf. Et puis t'as ce truc de, au niveau du pick and roll, il en joue 4 en tant que poseur, en tant que porteur de balle, et il en joue 1,5 en tant que poseur d'écran. Donc t'as ce truc-là un petit peu de, il arrive vraiment à se muer un petit peu dans d'autres choses. Encore une fois, toujours dans cette évolution un petit peu intellectuelle de ce qu'il est capable d'évoluer. J'ai trouvé un défaut, c'est peut-être un des pires joueurs de pull-up de NBA. Genre vraiment, parmi les joueurs, je crois qu'on prenne plus de, attends, j'ai plus les chiffres, plus de 4, c'est ça. Il est vraiment dans le fond du panier en termes d'efficacité. Bon, il est en dessous de Brandon Ingram et au-dessus de Bobby Portis et Derrick White. 42% d'effective gold sur les pull-ups, c'est pas terrible. Mais bon, et c'est vraiment histoire de trouver un défaut, quoi. Non, mais je pense que en effet, on sort d'une année 2023 où, alors, il y a eu le run de playoff à la fin. Et bon, même sur le run de playoff, on a vu que, contre Jokic, quand il veut, il peut lui faire ce qu'il veut sur pick and roll, mais pourquoi est-ce qu'il le fait 3 fois par match, quoi, plutôt que 20? C'était un peu le truc. Donc, on sortait d'une saison où, bon, blessure au pied, etc. Est-ce qu'on n'est pas sur la fin? Est-ce que c'est, en fait, la question c'est, est-ce que c'est le déclin logique à 38 ans, ou est-ce que c'est la blessure? On a vu que cette année, c'était quand même pas mal. Hein. C'était quand même pas mal du tout. Alors, Je sais que tout le monde a envie de jeter les tomates sur Darvin Ham, mais il y a des choses qui ont été très bien faites avec Darvin Ham, notamment tout ce qui est fréquence au panier d'élite, lancer franc d'élite, la transition d'élite. Et en fait, il vient aussi très bien s'inscrire là-dedans, je trouve. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a une version de LeBron qui, aujourd'hui, est très différente de ce qu'on a pu connaître par le passé. Et mine de rien, même par rapport à la version 2020, en fait. La version 2020 des Lakers de LeBron, c'est un peu la version d'avant, quoi. Un peu le porteur de balle à haut volume, pick and roll un peu souvent, etc. Là, je trouve qu'on est moins là-dedans parce qu'il y a moins peut-être l'âge pour encaisser un tel volume d'action où il est proactif. Mais on a beaucoup plus un aspect de polyvalence, en fait. C'est un profil extrêmement polyvalent cette saison, je trouve, et de plus en plus. C'est-à-dire, bon, le volume de création pure pick and roll est un peu moins qu'avant, mais c'est un mec qui peut être utilisé un peu n'importe comment, quoi. C'est-à-dire notamment en post-up, il le fait pas mal contre tel ou tel match-up. Et puis aussi le côté poseur d'écran, t'en as parlé, mais moi c'est d'ailleurs un peu une de mes frustrations, c'est que je pense que le côté LeBron et Austin Reeves, c'est peut-être un des meilleurs jeux à deux de NBA, mais qu'on voit peut-être assez peu, un peu trop peu, mais intéressant. Il peut être en tant que poseur d'écran, il peut être en tant que porteur de balle. Enfin bref, il y a un côté polyvalence extrême dans son jeu, ce qui fait que on a aussi retrouvé pas mal d'efficacité par rapport à l'an passé. Et le point principal, c'est aussi que sur les drives, j'en ai déjà parlé, mais sur les drives, il est redevenu le 3e driver le plus efficace de NBA, alors que le mec a 39 ans, sur l'efficacité en fin de drive, donc efficacité layup plus les lancers francs obtenus, donc productivité globale. Bon, ben voilà, il est derrière Giannis et Luka Doncic, grosso modo. Alors, c'est plus le même volume qu'avant, c'est pas le même volume que ces mecs-là, c'est même pas le même volume que SGA, que des mecs comme ça. Mais c'est tout de même plus de 10 par match encore, et une efficacité qui est géniale. Donc on a cet aspect-là, on a l'aspect peut-être de passing en mouvement, de driving kick pur,
qu'on a un peu moins qu'avant parce qu'il y a moins de jus comme dit, mais on a toujours ce passing assez extraordinaire, évidemment. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de développer sur le passing de LeBron, mais un passing qui peut du coup être utilisé de plein de manières différentes, c'est-à-dire en tant que poseur d'écran. Ensuite il y a ce passing de short roll, sur post-up aussi, voilà, tu vois, pas mal de schémas un peu pour défendre LeBron au post-up. Bon, il fait toujours la bonne lecture, etc., etc. Et puis l'autre point, polyvalence, drive, et le troisième point que j'avais, moi, c'était la transition, où cette équipe des Lakers a aussi beaucoup survécu et vécu de par la contre-attaque. Et en fait, on a vu que tu prends plein de chiffres, que ce soit différentiel avec et sans, que ce soit simplement comment performe son équipe relatif à le reste de la NBA quand il est sur le terrain, etc., etc. En fait, on a un mec qui, à 39 ans, a été le moteur de une des 2 meilleures attaques de transition de toute la NBA. Et c'est pas que les Lakers dans leur intégralité, c'est quand il est sur le terrain que la contre-attaque est géniale. Donc il y a un peu cet aspect où, bon, en défense, l'âge gagne du terrain, mais en attaque, on repousse assez bien Father Time, quoi. Bah ouais, il y a peu de choses à redire en réalité, parce qu'il y a peu de déchets en plus. Il connaît ses forces et ses faiblesses tellement bien qu'en réalité, j'ai l'impression qu'il force pas trop non plus, et il a gardé vraiment cette notion d'efficacité, pas à son paroxysme, parce qu'il est pas aussi efficace qu'à son prime, mais c'est quand même, sur des tels volumes, c'est très bon, quoi. Et je pense qu'il profite pas mal de l'évolution du jeu qui tend vers un spacing qui lui permet encore plus du coup d'un petit peu de cacher peut-être son manque d'explosivité en attaque, parce que du coup il a besoin d'être moins explosif qu'avant, et du coup cette année il est plus efficace par rapport à la moyenne de sa carrière, quoi. C'est ça. Quand même non, mais ça, il l'a eu toute sa carrière, hein, le côté plus lui vieillit, plus le spacing s'ouvre. On l'a eu dans les années 2010 déjà, mais donc ce qui lui a permis un peu ça descendait un peu le physique, mais vu que le spacing était augmenté, ça compensait, et donc ce qui lui permettait de dominer. Mais en effet, plus 9%, tu vois. Bon, pour lui, c'est classique, hein, c'est une zone de extrêmement élite, hein, plus 9% d'efficacité relative à la moyenne, mais pour lui, c'est habituel, c'est au-dessus de 90% de toutes les stars NBA, hein, grosso modo, même plus que ça. Mais surtout, l'an dernier, il était pile au niveau moyen. Il était à peine à 100 de true shooting plus, donc plus 0%. Là, on est remonté à plus 9, donc comme en 2022, etc. Et voilà, c'est un de ses meilleurs chiffres d'efficacité depuis qu'il a quitté Cleveland en 2018. C'est hyper efficace, et même cette année, précisément, quand tu prends les gros volumes, donc plus de 30%, on va se dire, plus de 30% d'usage, ben, en fait, il est 5e joueur le plus efficace de NBA sur des volumes de stars. Donc, il est seulement derrière, évidemment, Nikola Jokic, derrière aussi Giannis, Embiid et SGA. Et le 5e, donc, c'est LeBron. Voilà. Donc, c'est plus efficace, plus productif que Doncic, que Booker, que Curry, que Zion, que Tatum, que Brunson, que Lillard, que Edwards, évidemment, que plein de mecs comme ça. Donc voilà, c'est même parmi les gros volumes de stars. Déjà, première chose, il a encore un gros volume de stars, premièrement. Déjà. Et puis en plus, il est encore hyper bon, hyper efficace là-dessus. Donc voilà. Et puis la défense aussi, je te rejoins que c'est plus génial, mais bon, ça survit. En fait, c'est très irrégulier. Là où avant on était quand même un peu plus, un peu meilleur en régularité, là c'est vrai qu'on est surtout off-ball en termes d'activité off-ball, lecture de protection de panier, trajectoire de passe. On est moins actif on-ball, mais je dirais pas quand même du tout jusqu'à dire que c'est un négatif, évidemment. Mais alors, classement, alors où est-ce qu'on le met, classement? Oh là 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 là. J'ai peur de le mettre trop haut, mais d'un autre côté, je pense qu'il va être plus haut que la saison dernière. Ouais. Je pense que, en fait, la question, tu vois, vous avez mis Butler et Adebayo ensemble. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas pareil avec Davis et LeBron? Oui, j'étais dans cette zone aussi. Nice. J'étais dans cette zone. Pour moi, le point où j'étais assez à l'aise de le mettre au-dessus, c'était Booker, en fait. Oui. Ouais, bah oui. Pour cette année. Butler Booker, j'étais un peu au-dessus. Est-ce qu'on collerait pas au groupe Kawhi, Jason, Kevin? Ouais, et ou alors c'est peut-être Davis qui est trop bas. Enfin, trop bas, on parle d'une place, hein. Mais tu vois, d'instinct, j'ai pas envie de mettre trop loin LeBron et Davis, mais j'aurais presque envie de mettre LeBron devant KD cette année, en fait. Mais moi, je sais pas si j'aurais pas mis Davis devant le groupe Kawhi, Jason, Kevin. On peut. Mais du coup, on fait passer LeBron devant ce groupe aussi. Aïe. Oh non, quand même pas. Ouais, mais du coup, on ferait... Non, je ferais quand même gratter. On peut, le groupe des trois, là, qu'on n'arrête pas de nous dire, peut-être on peut l'éclater à la fin du top 100, on l'éclate. Let's go. Est-ce qu'on mettrait pas LeBron devant Durant? On met LeBron devant Durant et on met Davis devant Tatum.
Et comme ça, il y a les Durant et Tatum et Kawhi se touchent plus et il y a les deux Lakers qui viennent se mettre entre les deux. Mais après, Kawhi Tatum, pour moi, c'est un peu kiff-kiff, hein, pour le coup. Ouais. J'arriverai pas à en séparer un. Enfin, ok. C'est soit on fait passer un carrément au-dessus, soit on le laisse un peu en dessous, mais j'ai du mal à les éclater. Ok. Non, soit on fait LeBron Davis Durant. Ok. Voilà. En dessous de Tatum. Soit tu voulais quand même garder Davis devant LeBron, c'est ça? Ah ouais, j'ai quand même, ouais, pour la défense. Mais je sais pas, peut-être que je le vois trop, Davis, sur la défense. Mais moi, Davis, ouais, je l'aurais au-dessus de ce groupe-là pour la défense, mais peut-être que je me fourvoie et que je vis un peu dans le passé, là. Et pourquoi on ferait pas, ouais, Curry en 6, en dessous, Davis, Kawhi, Tatum, LeBron, Durant. Ça peut se faire, mais donc on marque un peu le côté Davis a plus de valeur que LeBron. Tu vois, autant l'an dernier, j'avais pas trop de problèmes. Ouais. Autant cette année, je trouve que l'écart est quand même plus petit oui, entre les deux. Parce qu'il est franchement très très efficace en plus avec son gros volume là.